Non, cette question, elle est absolument passionnante et on la voit très bien dans le film. Dans le film, il y a déjà une chose qui est extraordinaire, c'est que ce sont les vrais documents de Eichmann. C'est les films, on voit, c'est Eichmann en personne. Et Arendt, elle a son rôle, elle est jouée par Soukova, par l'actrice, d'ailleurs en couleur. Arendt, elle est en couleur, c'est une espèce de fiction, tandis que Eichmann, c'est en noir et blanc, les films de l'époque. Et ce que Arendt, elle dit, il y a un moment dans un débat très, très chaleureux avec Blumenfeld, où elle disait que Eichmann c'était un homme tout à fait banal, qui était en train de faire son boulot, qui était un médiocre, qui n'était pas forcément un antisémite, tout simplement, il était obligé de faire ce qu'il faisait. Et c'est là la question de l'absence de pensée. Qu'est-ce que ça serait la pensée pour Eichmann s'il se mettait à penser? Ça serait d'annuler ce renversement moral. Parce que la banalité du mal, c'est lorsque le mal devient la loi. Et ce que Eichmann il était en train de faire, c'est d'obéir à son patron. Ça veut dire à obéir, à faire le mal qui était devenu la loi. Alors s'il commençait à penser, il reviendrait à se demander, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ce que je suis en train de faire? Et lui ne pensait pas. Il y a un moment où on demande, si c'était votre père, est-ce que vous le tuerez? Et il disait, s'il était contre l'Allemagne, je ne me rappelle pas. Si le Führer m'avait prouvé qu'il était coupable. Ouais, non, si le Führer avait dit qu'il était coupable. Mais est-ce que si c'est le... Il était anti-allemand, parce qu'il avait juré aussi qu'il obéirait au Führer. Donc il met la question de l'obéissance d'abord, et puis après, s'il a été prouvé que mon père avait été un traître, pas un traître contre le Führer. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire parce que j'ai juré et je suis fidèle à mon jure. Donc il met la loi tout le temps au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oui. Et la loi, elle impliquait ce renversement moral. Alors le problème, il est là. C'est la question de l'effondrement moral qui a eu l'époque. Que vous avez parlé dans notre discussion préalable, mais pas tellement aujourd'hui. J'aurais voulu vous entendre un peu plus sur ça. D'autant plus que ça nous fait penser un peu à nos jours, où ce n'est pas une question d'effondrement moral, mais il y a une remise en question des questions morales à travers du politiquement correct. Moi, j'ai toujours trouvé très agaçant cette histoire du politiquement correct, puisqu'il y a quelque chose de moraliste dans le politiquement correct. Mais à partir du moment où j'ai vu que le monde il était pris par le politiquement incorrect, je me suis dit, bon, finalement, peut-être le politiquement correct n'est pas si mauvais que ça. Alors, sur l'effondrement moral. Je voulais juste dire quelque chose sur la question de l'abîme de la liberté et le principe responsabilité qui a été, c'est le livre de Heinz Jonas justement. Donc les deux, ils avaient à peu près la même, ils écrivaient à peu près la même chose. Donc ce principe de responsabilité, c'est-à-dire que la loi devient quelque chose. Il n'y a pas de politiquement correct ni incorrect. Le problème, c'est que chacun est responsable de soi et d'une morale. Et cette morale, c'est-à-dire, on va la trouver où? Donc, dans les lois, dans les livres. Donc, ça devient quelque chose on est un peu perdu par rapport qu'il n'y a pas un guide, il n'y a pas quelque chose qui détermine de manière collective un principe comme existait à l'époque. Donc c'est comme si il y a eu un rétrécissement du monde jusqu'à chacun, et chacun maintenant est seul devant quelque chose où il a décidé par lui-même qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Donc voilà, le collectif c'est devenu, donc c'est entré dans une espèce de
trou de l'aiguille où chacun doit décider. Donc ils avaient quand même cette liberté et cette démocratisation dont on parle de l'après-guerre, c'est-à-dire c'est venu ça, c'est-à-dire que nous sommes maintenant un petit peu perdus, puis tantôt on va à gauche, tantôt, vous voyez, donc le monde est divisé en deux camps. Donc vous avez vu les votations aux États-Unis, au Brésil, donc ça c'est 50-50 pratiquement. Donc on choisit droite-gauche, droite-gauche, on ne sait pas, mais c'est ça, il y a dans cette liberté, c'est vraiment un abîme. On n'arrive pas, donc il y a cet abîme un peu sans fond. Et c'est pour ça que maintenant c'est l'homme, on est dans un monde sans l'homme. Hein. Donc il y a une division entre l'homme et le grand dehors qui est très forte. Et on pense que le grand dehors va nous survivre. Madame ? En fait, je me pose la question parce qu'il me semble qu'il y a un lien qui semble peu intelligible mais intéressant entre cet abîme de liberté et la question même de la pensée. C'est que j'ai l'impression que pour l'abîme de liberté comme pour la pensée, ça demande une certaine forme de hors-temps, de suspension temporelle. Et quand on est amené à penser, quand on est amené à être pleinement libre, on est dans un hors-temps. Et que le hors-temps ne permet pas d'être pleinement inscrit dans une temporalité. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de difficile en fait. Puis c'est pour ça qu'on pourrait peut-être comprendre la position d'Eichmann. C'est que j'ai l'impression que s'il avait été amené à penser, il aurait alors été extrait du temps, quelque part. Et du coup, je me demande comment est-ce qu'on revient dans la temporalité, ou comment est-ce qu'on est pleinement dans la temporalité. Vous parlez du Brésil, moi je suis très sensible à ce qui s'est passé au Brésil. J'ai l'impression que ça s'est passé trop vite. Qu'il y a eu une suspension temporelle qui a fait que le temps a filé et que les penseurs sont restés en suspens, en suspension. Vous voyez comment ou pas? Difficile, mais il me semble y avoir quelque chose d'intéressant et de pertinent à creuser. Parce que vous n'avez pas parlé du temps qui passe, qui décrit comme une certaine forme de destin qui est en route et puis du coup qui est une machine un peu temporelle. Eichmann dans son temps. C'est ça? Ou même Heidegger, ça veut dire il n'était pas hors temps. Ouais, c'est ça. Et puis que l'histoire avec sa temporalité continue en fait comme une machine, alors que les penseurs doivent être suspendus dans un hors-temps, parce que quand on pense, on n'est pas... Oui, c'est peut-être pour ça qu'on est étonné de Heidegger d'avoir pris une position tout à fait ordinaire, et pas cette position qu'on s'attend du penseur. Mais le penseur aussi, la plupart du temps, il est dans le temps. Non. Enfin, mais justement, alors ce qui est intéressant pour répondre à votre question, mais aussi un petit peu aux commentaires que vous avez fait avant. Alors, peut-être en fait le texte qui serait le plus accessible par rapport à cette question-là est très court, c'est retranscrit une conférence qu'elle a donnée après coup, revenons sur l'affaire Eichmann, mais des années plus tard, qui s'appelle Considération morale, que je fais lire à mes élèves, n'est-ce pas? Dans les conditions morales, dans les considérations morales, Hannah Arendt, alors deux choses. Déjà, justement, elle dit que penser, c'est effectivement, si on pense, si on était tout le temps en train de penser, on ne pourrait plus rien faire. Donc, c'est être un petit peu hors du temps, quoi. Et là, elle l'a pris avec ce terme grec, enein, enfin, l'homme comme être, comme vivant, pensant, enfin, c'est difficile à traduire du grec. Elle l'a appris de Heidegger. Ensuite, pour revenir à la question, enfin, puis faire peut-être le lien, Hannah Arendt, dans les considérations morales, elle dit toujours que Eichmann est incapable de penser, enfin unable, elle dit en anglais, mais une ou deux fois dans le texte apparaît le mot refus de penser. Et moi, je préfère ce terme parce qu'il condamne plus Eichmann. C'est un refus de penser au lieu d'une incapacité de penser. Ça implique un choix, effectivement. Puis ensuite, alors, la pensée, justement, il y a deux modes de pensée. C'est
elle reprend la Socrate, puis elle dit, ben, il y a le dialogue avec les autres. Hein. Socrate parlait avec tout le monde, avec des prostituées. Et ça, c'est le dialogue avec autrui, c'est le lieu du politique. Mais elle parle aussi du dialogue, Socrate, elle reprend chez Socrate l'idée de ce dialogue silencieux et solitaire qu'on doit tous avoir avec nous-mêmes. Et là, alors, c'est peut-être ce dialogue qui serait plus de l'ordre de la psychanalyse, même si on le fait avec un psychanalyste, enfin, de l'introspection, en tout cas, ce que je veux dire, voilà. Et c'est intéressant parce que dans les considérations morales, alors elle oppose d'abord clairement Eichmann et Socrate. Puis elle introduit un personnage intermédiaire qui est Richard III de la pièce de Shakespeare, qui toujours repousse ce moment après son crime, à méditer son crime, et finalement se retrouve quand même tout seul. Et il est comme rattrapé par ses démons, et là il est obligé d'avoir ce dialogue silencieux et solitaire avec lui-même, ce qui fait que je trouve que c'est bien cette figure intermédiaire qui montre qu'on peut être aussi dans un intermédiaire entre cet idéal type du penseur qui est Socrate et puis cet homme qui a, pour moi, plutôt, Eichmann, je le voit plutôt comme dans le refus de penser. Parce que ce qu'elle dit bien, c'est qu'en fait, face à la connaissance, on n'est pas égaux. Et elle reprend les différences chez Kant. Hein, voilà, il y a des gens plus érudits, il y a des gens qui ont plus de connaissances que les autres. Par contre, on est égaux face à la pensée. Elle fait une différence vraiment de connaissance et pensée. Penser, c'est justement entamer c'est cette remise en question, c'est justement cette attitude socratique de toujours se remettre en question, de remettre les choses en question. Parce qu'Eichmann, à un moment donné, a abandonné quelque part, en tout cas. Juste un commentaire. Vous avez si bien parlé de cette prise de position hors temps. C'est au fond le grand thème de Sein und Zeit de Heidegger. L'être et le temps, la finitude. Il faut la penser continuellement pour se placer dans l'être, dans le Dasein. Ce qui a été repris par Sartre, par l'existentialisme, et qui a été réinterprété par la suite et que nous devons réinterpréter dans nos termes. Merci beaucoup. Bien sûr, effectivement, la question de la finitude est difficile. C'est-à-dire que justement, c'est pour ça, Freud en parle dans Analyse finie et infinie. En philosophie, il y a aussi toute cette question, justement, surtout qui est axée métaphysiquement sur la question de cette idée de l'existence qu'est la mort. C'est parce qu'on est des êtres mortels, finis, que une psychanalyse, à mon avis, peut jamais prendre vraiment fin. Ce serait ma position. Après, je laisserai les psychanalystes parler pour eux. Et que on fera jamais le tour de ces pensées. C'est comme une sorte de spirale. On n'aura jamais tous les angles. En psychanalyse, des fois, on utilise cette métaphore démêler une pelote. On la démêlera jamais complètement. Et il y a justement pour moi, il y a ce résidu, ce reste qui est irréductible tant au niveau philosophique qu'au niveau philosophique, effectivement, Heidegger en parle, et puis au niveau psychanalytique, je connais moins, mais je pense qu'il y a ça. Puis ça, alors j'aimerais bien entendre Renato ou Daisy là-dessus sur cette analyse finie non finie, puis ce résidu. C'est la question. Le problème de la finitude, c'est très compliqué parce que, donc en psychanalyse, vous savez, pulsion de vie, pulsion de mort, mais il y a un très long texte de Jacques Alain Miller qui s'appelle La biologie lacanienne, dont il défend la position que la pulsion, il n'y en a qu'une et que c'est la pulsion de mort. Donc, il n'y en a qu'une, mortifère, etc. Donc, on n'apporte pas des bonnes nouvelles, hein, mais c'est le problème.
C'est-à-dire que c'est une question, vous voyez, à chaque fois qu'on parle du mal, de la moisson, c'est toujours très compliqué. Parce que les gens pensent que c'est un sport, mais si vous pensez en termes physiologiques, hein, la pulsion, si vous pensez en termes physiologiques, vous avez soif, vous allez boire, comme Sandrine le fait, donc elle boit, il y a la soif qui finit, donc elle tue la soif. Donc, vous voyez, donc il y a la finitude, elle est un petit peu dans notre quotidien sans qu'on se rende compte. Et quand on a mal, on a envie que ça se finisse. Donc, la pulsion de mort est quelque chose pour taire une trop grande excitation. Donc, on ne voit pas non plus dans ces termes. Donc, c'est très compliqué de discuter de ce sujet, je trouve. Parce que l'être humain n'aime pas ça, quoi. C'est vraiment lui rappeler tout le temps que voilà, tout a une fin et que voilà, on vieillit, qu'on va mourir. Donc des choses très simples finalement, mais que on peut pas, vous voyez, on peut pas traiter de ça. Donc Lacan a beaucoup traité de ça. Mais il était très mal vu, hein. Il était très combattu, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas le concept de pulsion de mort. Pourtant, c'est vraiment très ancien tout ça. Alors voilà, ce que je vais dire. Et le résidu ? Le résidu, donc le reste. Le reste. La question du reste, bon, l'inassimilable, c'est un reste. Hein, donc, c'est-à-dire que la fusion, est-ce que. C'est-à-dire, je ne suis pas physicienne, est-ce que dans une fusion, il n'y a pas de reste? Je me demande. Est-ce qu'il y a une fusion complète? Et quand il y a une fusion complète, je pense que ça explose. Je ne sais pas, j'ai cette impression. Oui, il y a un problème avec la fusion, la séparation, et donc le reste est ce qu'il y a de positif. Si on parle de négatif, le reste, c'est ce qu'il y a de positif, parce que c'est le reste qui remet en marche quelque chose. C'est le reste. C'est le potentiel du négatif. Oui, c'est-à-dire que c'est le reste qui nous fait avancer. Donc la pulsion de vie serait, ça viendrait de ce reste qui est toujours présent. Voilà, je pense que je peux dire ça, mais tant mieux s'il y a des restes. oui, tant mieux s'il y a des restes. Donc on vit des restes. Oui, c'est bien. De l'art d'accommoder des restes. Hein, il y a même voilà. Et Nathan, l'autre psychanalyste.